Voilà, Ludivine, Oui. c'est à toi la parole. Alors aujourd'hui, je pense que c'est sur les maladies qui font peur chez le chat. Oui, alors j'en ai sélectionné 3 pour commencer, sinon on aurait fait toute l'émission sur Oui. la totalité des maladies. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du coryza, de la leucose Mhm. et du virus d'immunodéficience féline. Voilà, nous sommes tout oui. C'est vrai? Tout Oui, le monde tout m'écoute? oui. Alors, on va faire donc un petit point pour commencer sur le coryza. Fabien en parlait en plus justement il y a pas longtemps. Mhm. Alors, le coryza, tout d'abord, c'est pas une maladie en soi. En fait, c'est un ensemble de symptômes. Le coryza est dû à plusieurs germes qui agissent seuls ou en association. Les principaux germes donc impliqués dans le coryza sont le calicivirus, l'herpès virus félin type 1 et la bactérie Chlamydophila felis. D'accord. Voilà, il Ça, existe c'est d'autres des termes germes. savants. Voilà. Oui, Termes oui, savants. oui. Je sors un peu ma science là, Oui. vite fait. Bon, il existe d'autres germes, bactéries ou virus d'ailleurs, mais qui sont moins fréquents. Voilà. 80 à 90% des coryzas impliquent en général calicivirus et ou herpès virus. D'accord. Voilà. La transmission donc du coryza, elle peut être directe, donc c'est des contacts nez à nez en fait entre les chats, ou indirecte par le biais des gamelles des personnes qui peuvent transporter donc les germes. La voie indirecte est plus ou moins importante en fonction du germe impliqué dans le coryza du chat. Voilà, puisque ça ne va jamais forcément être les mêmes. Les matières virulentes, donc là par lesquelles les germes s'échangent, ce sont donc les sécrétions oculaires et les sécrétions nasales. Attention avec l'herpès virus qui reste latent après la guérison. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, un chat guéri du coryza peut donc rester porteur de longues années et être à nouveau contagieux à la suite d'événements comme un stress, par exemple. Donc, ça demande vraiment, enfin, on va le voir par la suite, mais une certaine vigilance, tout simplement, en fait. Voilà. L'incubation, pareil, alors elle varie en fonction des germes impliqués. Elle est entre 2 et 10 jours. Ça peut être plus long aussi, parfois. D'accord. Et les symptômes? Alors, les symptômes, donc, ils varient beaucoup, là aussi, en fonction de l'agent, de la souche. Les calicivirus, par exemple, il y a énormément de souches différentes. De l'âge et de l'état général du chat. D'accord. Voilà. Sachant que les jeunes sont quand même plus fragiles. Voilà. Et quand on dit calicivirus, c'est responsable de quoi? C'est des mauvaises, c'est des ulcères buccaux, des mauvaises haleines, c'est ça? C'est ça. Voilà. Le chat va avoir de grosses difficultés pour manger, forcément, parce qu'il va avoir énormément mal à la bouche. Donc ça, on le repère avec des plaques. Il faut être vigilant. Donc si vous avez un chat qui... C'est souvent accompagné d'une hypersalivation aussi. D'accord. Donc ça peut être des signes vraiment à repérer rapidement pour faire traiter le chat. Donc ça, c'est vraiment ce que va provoquer principalement le calicivirus. Et aussi, donc, c'est associé à des symptômes des infections de type infection des voies respiratoires supérieures. Voilà, donc il peut y avoir de la fièvre et de l'abattement également. Tout à fait. L'herpès virus, lui, il est responsable principalement d'une rhinotrachéite, donc avec toux, éternuement, des écoulements au niveau des yeux et du nez. Il est aussi responsable de conjonctivite et de kératite ulcérative, ce qui a été peut-être le cas chez Nini, je ne sais pas. Alors Nini, c'était suite à une griffure. Ah, c'était une griffure. Ouais, une griffure qui a ulcéré l'œil et qui malheureusement ça a continué de creuser le temps qu'on la sauve. Ouais. D'accord. Ouais. Ensuite, donc le dernier, c'est la bactérie, donc le Chlamydophila felis, qui elle provoque principalement une conjonctivite importante. D'accord. Voilà, plus une rhinite souvent. Donc les recommandations vaccinales. Donc la meilleure manière de combattre le coryza, bien sûr, c'est la vaccination. Le vaccin contre le coryza est actif à la fois contre les calicivirus et la rhinotrachéite. Et un vaccin contre le Chlamydophila felis est souvent associé. Donc on va retrouver en général au niveau vaccination coryza 3 valences différentes en fait. D'accord. Voilà. L'efficacité alors oui, les vaccins, ce que je voulais dire, le calicivirus, donc assurent une protection contre la majorité des souches, mais pas toutes, il y en a tellement. Donc c'est ce qui va faire varier en fait l'efficacité de la vaccination, sachant quand même que dans tous les cas, un chat vacciné, même s'il a attrapé une autre souche, aura quand même des symptômes beaucoup moins importants que s'il ne l'était pas. D'accord. Voilà. Ce qui semble logique. Exactement. Voilà, tout à fait. Ensuite, concernant la prise en charge au quotidien donc, du chat atteint de coryza, donc c'est de la surveillance, justement. C'est-à-dire que dès que vous soupçonnez que votre chat soit malade, vous l'amenez chez le vétérinaire rapidement. L'important, c'est de prendre les symptômes, enfin de traiter les symptômes très vite, en fait. C'est vraiment la rapidité de réaction là qui va être importante. Les soins, donc la vaccination, évidemment, comme on en a parlé juste avant.
Le respect de l'administration des traitements par le vétérinaire. Si on a des difficultés à donner les traitements, on pense à l'observance, qui est une pâte dans laquelle on met le comprimé. Beaucoup de chats l'apprécient, pas tous, mais ça peut quand même beaucoup aider. L'hygiène, on pense à se laver les mains, surtout si on a plusieurs chats. À partir du moment où on commence à tous les manipuler, voilà, ça c'est des règles de base en hygiène. Et le stress. Le stress, on va le retrouver vraiment au niveau de toutes les pathologies. Le stress, en fait... Le chat est un animal stressé. Oui, et chez qui le stress va vraiment être, peut être le déclencheur de maladies, en fait. C'est-à-dire que le stress va occasionner une baisse temporaire de l'immunité. Et c'est à ce moment-là, justement, que le chat peut développer certaines pathologies. Donc la gestion du stress, on va la retrouver vraiment dans toutes les pathologies dont je vais vous parler aujourd'hui. Vraiment maintenir un environnement le moins stressant possible pour le chat. Voilà, nous passons au FIV, le cause. Qu'est-ce que tu nous parles de quoi là? Voilà, on va commencer par FIV. FIV, d'accord. Voilà, on parlera de la leucose aussi, et puis la prise en charge au quotidien pour les deux, puisque bon, c'est assez similaire. Donc voilà, on en parlera pour terminer. Donc le FIV, là aussi, donc c'est un virus, c'est le virus de l'immunodéficience féline. Appelé sida du chat, c'est ça, hein? Appelé sida du chat. Alors attention avec cette expression, c'est une pathologie qui ne concerne que les félidés. Le chat ne le transmettra ni à l'homme, ni à d'autres espèces. Ça concerne uniquement les félidés. Voilà. Donc attention avec la terminologie sida du chat, justement. La transmission, donc, elle est principalement directe, car le virus est très fragile dans le milieu extérieur. Il est assez peu résistant. Donc ça va être vraiment lors de morsures, griffures, lors des bagarres, des accouplements aussi. Les matières virulentes, ça va être la salive, beaucoup, le sang et les liquides biologiques en général. Les chats infectés donc, par le FIV sont infectés de manière permanente. Il n'y a pas de négativité du chat, chose qui est possible dans le cas de la leucose, par exemple. D'accord. L'incubation est de 5 à 10 ans. Donc, ce qui veut dire en fait que vous avez un chat qui est diagnostiqué séropositif, donc il sort positif au test. Ça ne veut pas dire que votre chat est condamné, donc il est hors de question de penser à euthanasie tout de suite. Ça, c'est bien, c'est bon de le rappeler. Voilà, certains peuvent ne jamais déclarer la maladie non plus. Tout à fait. La seule chose qu'il faut éviter, c'est la bagarre avec d'autres chats sains. Voilà. Exactement, voilà. Ça va être la propagation. Et après, ce qu'on verra donc en dernier, comme pour ce qu'on a vu pour le coryza, ça va être vraiment au niveau de l'hygiène de vie. Voilà. Si c'est un chat qui vit en appartement sans autre chat, il n'y a aucun risque. Aucun. Voilà. Donc l'incubation, donc je vous disais 5 à 10 ans très longue, donc cette phase est asymptomatique et comme je vous disais, donc certains ne développeront jamais la maladie. Alors les symptômes, la plupart des signes cliniques ne sont pas forcément ça va être comme le sida par contre chez l'homme, hein, ça va pas être la conséquence directe en fait de l'infection, mais ça va être toutes les pathologies associées en fait, de par la baisse de l'immunité en fait du chat. Donc on observe de l'abattement intense évidemment, ça oui, et un gonflement des ganglions. Puis un amaigrissement est accompagné donc d'infections récidivantes qui vont avoir tendance à devenir chroniques, comme la gingivite, la rhinite. Il peut y avoir des diarrhées, des abcès. Fabienne, si tu as des choses à rajouter, de par ton expérience terrain, en fait. Hein. Alors nous avons eu un chat qui avait été du coup séropositif au test, donc il n'était pas en période active. Voilà, juste, le chat, on s'est dit ça y est, chat noir, testé FIV positif, c'est bon, il va rester dans la boutique pendant très longtemps, il va jamais trouver de famille. Et au final, en fait, c'est quelqu'un de l'équipe qui lui a ouvert sa maison, qui avait déjà un autre chat. Donc après, on s'est dit, il faut vraiment que la cohabitation se fasse bien. Et après, par le biais de petites prises, par exemple comme les prises Feliway diffusent de phéromones. Oui, tout à fait, ouais. En une semaine et 10 jours, ça s'est super bien passé. Maintenant, ils sont potes. Enfin, tout se passe très très bien. Donc, il ne faut pas avoir peur d'adopter. C'est super ça. Voilà, mais il ne faut vraiment pas avoir peur de leur laisser la chance parce que ce sont des chats qui sont adorables. Oui, c'est pour ça que je tenais à ce que tu fasses cette chronique-là parce que justement, ce sont des maladies qui font peur, mais ça se gère, quoi. C'est gérable. Tout à fait. C'est pour ça que les expériences terrain sont intéressantes, justement, et sortir un peu de la théorie aussi pour dire que vraiment ça reste avant tout des chats. Exactement. C'est ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas voir que la maladie. Quoi. Et puis nous, on est au courant qu'ils sont malades. Pour eux... voilà, eux, ils vivent. Ils vivent, tout simplement. Voilà. En fait, je terminerai donc, concernant le FIV donc, avec les recommandations vaccinales. Donc, à ce jour, en France, il n'y a pas donc, de vaccination autorisée contre ce virus. La vaccination, par contre, contre les infections courantes, elle peut être intéressante en fait, à considérer pour les chats donc séropositifs en bonne santé. Ça, à voir avec le vétérinaire, mais justement pour les protéger des autres infections possibles, quoi, histoire de ne pas surajouter à leur état. Quoi. Maintenant, la leucose. Oui.
Appelé FELV aussi. Appelé FELV, voilà. Virus donc, de la leucose féline. C'est un rétrovirus, pour la petite histoire, donc comme le FIV. Donc la contamination, elle est principalement directe. Oui, par les bagarres. Là aussi, donc, alors les contacts amicaux aussi, les chats qui se font des petites papouilles, qui se les chouillent, ça passe pas uniquement par les bagarres. Après, en effet, morsures, griffures, et au cours de la gestation aussi. D'accord. Donc le risque va dépendre des défenses immunitaires de l'animal infecté. Alors voilà, là ce qui va varier un peu avec la leucose, c'est qu'on va pouvoir observer en fait différents types de réactions en fonction du chat qui va être infecté. On va avoir des chats qui vont être naturellement résistants au virus. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont rejeter le virus dès son entrée dans l'organisme. Ces chats-là ne seront jamais positifs au test de dépistage. Ensuite, il va y avoir des chats qui vont avoir une virémie persistante, c'est-à-dire que le virus va rester présent dans le sang. Et des chats qui vont avoir une virémie transitoire, c'est-à-dire que c'est des chats qui vont être positifs à un moment, mais qui vont se négativer. D'accord. Donc, en général, dans le cas donc, des chats qui ont une virémie transitoire, la virémie dure en général moins de 2 mois. Donc, le test est alors positif et suivi d'un test négatif. Mais le virus peut être quand même encore présent dans le sang. La plupart des chats donc, finissent par s'immuniser, dans ce cas transitoire, et parviennent à éliminer le virus. Dans quelques cas, le virus peut se réactiver et provoquer des signes cliniques de la maladie, parfois au bout de plusieurs années. Donc on a vraiment différentes réactions en fonction de l'état des chats et de leur résistance. Les jeunes chatons sont particulièrement sensibles à la leucose et la résistance au virus se développe avec l'âge en fait. Le test donc, FELV repose sur le dépistage des antigènes, donc en fait la présence du virus dans le sang. Donc attention, il y a un temps d'attente en fait entre l'infection, c'est-à-dire que par exemple le chat est contaminé le lundi, il va falloir attendre entre 6 et 8 semaines pour que le test soit éventuellement positif, s'il a de l'être. D'accord. Voilà, ça ne va pas être instantané. L'incubation, là aussi, elle est longue, entre 3 mois et plusieurs années, 3, 4 ans, là aussi ça peut varier. Donc là aussi, on panique pas tout de suite. Le chat peut être en bonne forme pendant encore pas mal de temps. On a des symptômes qui... Alors, des infections chroniques et récidivantes, là aussi, dues à la diminution des défenses immunitaires, gingivite, abcès, des maladies infectieuses conjointes. L'apparition de tumeurs peut arriver, ça peut arriver aussi, une anémie, une mortalité embryonnaire pour la femelle gestante. Dès les premiers signes d'appel, le plus souvent, ce sont des infections à répétition. Il est important de consulter un vétérinaire, dans tous les cas. D'accord. Mais contrairement au FIV, la leucose, il y a la vaccination. Exactement. Voilà. Donc là, je suis bon en transition. Qu'est-ce que je suis bon ? Parfait. Donc tous les chats, en effet, devraient être vaccinés contre la leucose. Et chez les chats donc positifs à la leucose, en bonne santé, là aussi, la vaccination contre les infections courantes peut être envisagée. D'accord. Voilà. Donc maintenant, pour prendre soin d'un chat positif, donc FIV ou leucose, les points importants. Donc l'objectif, de toute façon, va être double. Ça va être de maintenir une bonne qualité donc, de vie pour le chat et de limiter la propagation. Voilà, il va vraiment falloir garder ça en tête. Donc la première chose, ça va être la stérilisation, évidemment. On va limiter les bagarres, les morsures, les griffures. Le comportement du chat va être beaucoup plus apaisé, je dirais. Donc là aussi, ça va permettre de limiter la propagation. La vaccination, ça, on en a déjà parlé. La surveillance, en fait, c'est pas grand-chose. C'est regarder son chat tous les jours, voir s'il mange bien, s'il boit, s'il va bien. En général, on connaît nos animaux, on passe du temps avec. Si on voit une modification dans le comportement, là, on va être plus attentif, justement, et prendre contact avec son vétérinaire. On peut aussi, en accord avec son vétérinaire, par exemple, lui demander de nous donner une liste des symptômes que pourrait présenter le chat, s'il a la leucose ou le FIV, et l'appeler dès qu'on a un doute, en disant, voilà, ça, c'est pas sur la liste, ou c'est sur la liste. Après, il y a plein de petites choses à faire et qui coûtent pas grand-chose, et qui demande 2 minutes par jour, 3 minutes. Après, on continue à poupouiller son chat. On pense toujours à regarder les parasites. Là aussi, c'est pas la peine de lui en rajouter. C'est pas la peine qu'il ait des lésions qui pourraient s'infecter. On pense à le déparasiter, on pense à le vermifuger. Voilà. Que dire encore l'alimentation. Oui. Aussi quand même, donc là une alimentation de qualité pour être sûr qu'il ait les nutriments essentiels pour rester en forme et pour pas développer là aussi d'autres maladies. On évite quand même, sauf vraiment si on est très très sûr au niveau de l'hygiène, mais les aliments crus,
qui pourrait être justement porteur de bactéries, et chez un chat positif, c'est pas la peine de lui en rajouter. On évite le stress, ça on en a parlé tout à l'heure. Et ensuite, l'hygiène et la protection, en effet, on pense à se laver les mains. Alors, concernant la protection, on essaie plutôt de garder le chat à la maison pour éviter qu'il aille propager la maladie ou attraper quoi que ce soit à l'extérieur. Maintenant, il y a des chats chez lesquels ça va être très difficile de les garder enfermés. Ils vont mal le supporter et ça risque là aussi de jouer sur leur état de santé. Il existe une tendance qui se développe beaucoup aux États-Unis en ce moment, c'est ce qu'on appelle les cassios. C'est un aménagement à l'extérieur pour le chat. C'est pas les cas sociaux. Non, c'est les cassios. C'est comme le patio, mais on met un C à la place. Et c'est un aménagement justement extérieur qui fait que le chat ne va pas pouvoir partir n'importe où. Ça va être un grand espace grillagé la plupart du temps, avec une aire de jeu, des zones de repos. Ça cartonne aux États-Unis, donc ça devrait arriver chez nous. Oui, comme tout ce qui cartonne aux États-Unis, ça finit par arriver en France. C'est ça. Mais en tout cas, un petit rappel, et je pense que Fabienne, tu seras d'accord avec moi, aucune de ces pathologies ne justifie un abandon. Absolument pas. Certainement pas. Voilà. Absolument pas. Merci Ludivine. Merci à tous.